Bien, donc la conférence ce matin s'appelle « Comment les anciens positionnaient leurs sites sacrés ». Et cette conférence se fait au fait en 3 parties. Et il y a une première partie ce matin sur Baalbek, Gizeh, Karnak en Bretagne et Karnak en Égypte. Et ce que je vais vous montrer ce matin, c'est un peu de géométrie, un petit peu d'astronomie, et je vais vous montrer ce que ces sites-là ont en commun. Parce qu'a priori, ils n'ont rien de commun. C'est des pays différents, enfin, Gizeh et Karnak, c'est l'Égypte, mais ce n'est pas les mêmes périodes. Les grandes pyramides, c'est l'Ancien Empire, donc daté officiellement de genre moins 2006, bien qu'il y a des divergences sur ces questions. C'est daté uniquement par correspondance avec des listes des rois, etc. On n'a pas trouvé de preuves scientifiques concrètes pour dater la pyramide à cette date-là. On la date en fonction de la liste des pharaons, etc. Mais officiellement, c'est daté à moins 2006. Karnak, dans le sud de l'Égypte, là, c'est le temple de Karnak qu'on va regarder, le temple d'Amon-Ra. À Karnak, ce temple-là est daté d'environ moins 2000. Donc, ça fait déjà un certain écart. Mais les monuments de Karnak en Bretagne, ici, sont plus anciens. Le début des mégalithes ici est positionné aujourd'hui aussi reculé de moins 5000. Donc il y a 7000 ans. Et alors à Baalbek, Baalbek c'est très particulier, je vais vous le montrer, mais la datation de Baalbek est censée être des Romains. Donc on est dans des systèmes de datation totalement différents. Et ce que je vais vous montrer, c'est que tous ces sites ont des caractéristiques communes qui, vraiment, je pense, vous allez voir, ne peuvent pas être liées au hasard. Donc on va commencer par Baalbek. Baalbek ici au Liban. C'est juste à côté de Homs, qui est ici en Syrie, où ça a beaucoup chahuté récemment. Donc c'est une zone actuellement assez perturbée. Et on va zoomer donc à Baalbek parce qu'il y a plusieurs vestiges d'intérêt à Baalbek, mais surtout l'intérêt de Baalbek, c'est que c'est là où on trouve les plus gros mégalithes au monde, que je vais vous montrer. Donc d'abord, on va regarder le temple romain. Donc ça, c'est le temple de Jupiter, on dit, le temple de Jupiter. Ici, on voit à gauche, ça c'est romain, hein, pas de doute. On a ces piliers sur une structure en pierre, vous voyez, et puis on a d'autres bâtiments à côté. Et puis le temple de Jupiter se trouve sur la hauteur ici, derrière les piliers là. Donc ici, une autre vue. Et là, on commence à voir, ici, sur cette photo, des fondations. Vous voyez des pierres, ici, qui sont sous cette structure. On va les regarder plus en détail tout à l'heure. Ici, c'est une photo, donc là, c'est des piliers qu'on voyait tout à l'heure. Ici, c'est donc la photo prise. On a une forme octangulaire ici, au début. Après, il y a une sorte de plateau central qui est carré, qui est plus bas. Et puis après, il y a une montée vers le temple de Jupiter. Ça, c'est les ruines. On va le voir en représentation. Donc ça, c'est la même chose. Ici, on voit la montée. Ça, c'est le temple de Jupiter. Ici, c'est une partie plus basse, une sorte de cour carrée. Et la partie en octagone est devant. Et ça, c'est un autre temple ici à côté. Voilà une représentation d'artiste. Donc le temple de Jupiter avec tous ses piliers, vous voyez, surélevés, une cour carrée devant et une forme d'octagone devant ici. Vous voyez, on commence à voir la chose. Voilà un autre dessin pour montrer, avec un plan ici, vous voyez,
le carré, le temple de Jupiter et la forme en octagone ici. Encore un autre schéma. Alors ici, on l'appelle le Temple of the Sun. Alors vous voyez, là, c'est le temple du Soleil. Ici, c'est le temple de Jupiter. Bonjour. Ça vient de commencer. Donc le temple, en tout cas, le temple qui soit du Soleil ou de Jupiter, le voilà. Maintenant, regardons ses fondations. Sous ce temple, donc les piliers qu'on a vus sont au-dessus. Ça, c'est quelqu'un de taille normale. Et vous avez vu ces pierres qui sont en soubassement de ce temple. Donc, c'est des pierres absolument gigantesques. Et vous voyez au-dessus ces pierres-là, et vous voyez comment ils sont jointifs, là. On va regarder une autre image. Voici un bonhomme assis ici. Regardez l'épaisseur de la pierre. Donc, la pierre est épais d'environ 4,50 m. Sur une longueur comme ça, ces pierres sont estimées à 800 tonnes. Alors, on sait que les Romains ne pouvaient pas trimballer des pierres comme ça. On connaît les grues des Romains. Les Romains avaient des grues. Ils pouvaient combiner plusieurs grues. Hein. Ils pouvaient utiliser plusieurs grues pour soulever des poids plus élevés. Mais 800 tonnes, voilà. Mais non seulement ils ne pouvaient pas le faire, mais regardez les pierres ici. On voit bien que ceux qui sont venus bâtir le temple plus tard ont utilisé une autre technique de construction, avec des pierres plus petites. Donc, on est bien ici, on voit la structure. D'accord ? Donc, on peut très bien penser que les Romains ont construit leur temple par-dessus quelque chose d'existant. Tout comme la chapelle du tumulus Saint-Michel est construite par-dessus un tumulus existant. Ce ne serait pas la première fois de l'histoire qu'on a réutilisé des sites. Au contraire, hein, je veux dire, la façon d'asseoir son pouvoir, les Romains arrivent quelque part, la façon d'asseoir son pouvoir, c'est de s'installer sur des lieux forts de là où on arrive, quoi. C'est toujours le symbole, la prise de la Bastille, enfin bref, c'est le symbole de le déplacement du pouvoir. En tout cas, il n'est pas tout à fait raisonnable de suggérer que ce soit des Romains qui ont fait ces structures. Pourtant, personne ne le dit, mais personne ne le dit pas non plus. Vous voyez, lorsqu'on visite ou lorsqu'on lit des éléments sur le temple ici, c'est romain, quoi, hein. On ne va pas dire que ces pierres sont autre chose. Alors, voici les piliers du temple, là. On est au sud du temple, donc à environ 1 km. Regardez celle-ci. Donc ça, c'est une pierre. Celle-ci est estimée à 1200 tonnes. Et donc, ça s'appelle la pierre de la femme enceinte, hein, dans la langue du coin. C'est comme ça qu'ils appellent cette pierre. Donc, elle est lourde. Je ne sais pas. Mais vous voyez comment elle est parfaitement taillée. Vous voyez, les angles droits. Puis, elle a cette inclinaison. Elle est bien terminée sur les deux bouts. Donc, on pourrait dire que c'est une pierre de carrière qui n'a pas été sortie de la carrière, mais pas vraiment, puisqu'elle a l'air finie, quoi. On voit d'autres blocs ici à côté, érigés. Et là, c'est dans une sorte de terrain vague. Voici une autre image. Là, on a 2 personnes dessus. Vous voyez la qualité de l'arête ici. Non seulement c'est gigantesque, mais c'est très bien fait. Voilà une autre photo. On voit de nouveau les piliers ici. On voit la taille de cette énorme pierre. Monsieur avec son parapluie au Liban. Hein. C'est en anglais sûrement.
Oui, c'est ça. Là, c'est une photo plus récente. Quelqu'un a mis un drapeau. Et là, il y a quelqu'un, là, vous voyez. Donc, c'est pour vous dire la taille de ces blocs. On a toujours visibilité sur le temple là-bas. Alors là, c'est une autre pierre, juste de l'autre côté de la route. Vous voyez, on a là comme une sorte de carrière, et on a un bloc comme ça, aussi gigantesque, juste de l'autre côté. Celle-ci, pas tout à fait terminée, en tout cas, elle n'est pas pareille que l'autre, quoi. Donc ces deux énormes blocs, c'est les plus gros blocs mégalithiques au monde. Donc environ, comme je disais, 1200 tonnes. Alors, on va regarder maintenant le temple le temple de Jupiter ou du Soleil. Enfin, on va regarder cette structure. Donc ça, c'est une image satellite. Et c'est pris avec Google Earth. Et c'est orienté, l'image est orientée sur les axes cardinaux. Donc le nord, c'est là. Le sud, ici. Voilà comment c'est vu depuis l'image satellite. Et comme vous savez, ceux qui connaissent un peu mon travail, une première chose que je regarde quand je regarde un monument, c'est son orientation. Et donc, on a clairement un axe qui est donné ici. Je l'ai pris sur cette partie-là, parce que là, on a clairement une arête extrêmement droite. C'est l'axe aussi des pierres mégalithiques qui se trouvent dans la fondation. Ici, vous avez l'ombre des piliers, la partie restante du temple romain. Et donc, les énormes blocs sont en dessous ici, et ils sont alignés selon cet axe. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur cet élément, sur cette image? La première chose sur l'orientation, vous avez ici l'orientation donnée par Google Earth, 75,97 degrés par rapport au nord. Et donc, cet angle-là, on va le reprendre par rapport à l'est-ouest, parce que dans beaucoup de ces monuments, l'orientation est déterminée par rapport à l'axe est-ouest. On est à l'équinoxe en ce moment, et donc cet axe est-ouest, c'est la médiane des mouvements célestes, du Soleil, de la Lune, etc. C'est l'axe médiane, l'axe est-ouest. Et donc, c'est de part et d'autre de cet axe qu'on oriente les monuments, principalement. Et donc, si je recalcule cet angle, 90 moins 77, 95 pour avoir mon angle par rapport à l'est-ouest, j'ai un résultat ici de 14,03 degrés, ce qui est l'équivalent, là exprimé en termes trigonométriques, l'inverse tangente de 1 sur 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci correspond au fait à la diagonale d'un quadruple carré. Donc, si j'ai 4 carrés posés côte à côte, alors, si ces 4 carrés étaient orientés est-ouest, la diagonale ferait ces 14 degrés. Mais en le faisant comme ça, en inclinant mon quadruple carré comme ça, c'est la diagonale qui est est-ouest. D'accord? Donc, on a cette indication du quadruple carré. Donc, j'ai pris la largeur ici, ça c'est la largeur de cette base de fondation. Et on voit que non seulement l'orientation nous donne le quadruple carré par rapport aux axes cardinaux, mais le bout de notre quadruple carré tombe exactement sur le bout de la partie carrée ici. D'accord? On a cette forme carrée au milieu, là. On a le temple ici. Et le bout de mon quadruple carré, en commençant ici, finit ici. Donc, j'ai une mesure, une taille et une orientation. Donc là, on peut dire qu'il y a une volonté. C'est ce qu'on appelle l'architecture
arithmétiques ou les tracés arithmétiques. On utilise des carrés qu'on met côte à côte. C'est modulaire et on construit avec des blocs. C'est l'architecture simple. On construit avec les blocs. Sauf que ces blocs sont orientés et exactement orientés par rapport aux axes cardinaux. Ça, c'est intéressant. Et donc, on a cette forme de carré qui est légèrement décalée par rapport au quadruple carré. Le centre du carré se situe ici. Et dans la deuxième partie de cette conférence, j'expliquerai cet écart. Je ne peux pas tout faire aujourd'hui. Mais il y a une très bonne raison pour laquelle on a ce petit écart entre ces deux systèmes. Alors, j'ai fait un deuxième quadruple carré. Donc, j'ai mon premier quadruple carré ici en vert. J'ai dessiné un deuxième en jaune qui vient ici jusqu'au bout du temple là, depuis une extrémité jusqu'à l'autre, et qui nous donne donc l'extrémité ici du carré. Donc le déport de ce carré par rapport à notre axe central nous donne cette distance pour créer la longueur de tout l'ensemble. C'est pour dire que c'est tout cet ensemble qui correspond à une structure organisée. Et de nouveau, donc, la diagonale est est-ouest, donc entre le coin ici jusqu'au coin qui est à l'entrée, tout à fait l'entrée de cet ensemble, on a un axe est-ouest. Donc un rapport de 1 à 4. Et donc, si on a un rapport de 1 à 4, la diagonale fait racine carrée de 17. Alors, je sais que les racines carrées, ça ne plaît pas trop. Au fait, c'est une façon d'exprimer la longueur de la diagonale d'un carré ou d'un double carré. 4 au carré, 4 fois 4, 16, plus 1, 17. Donc, cette longueur-là correspond à la racine carrée de 17. C'est comme ça qu'on la trouve. Mais vous verrez que ça a une importance. Pourquoi? Parce que si on multiplie la longueur, j'ai commencé par la ligne qui allait d'ici jusqu'à ici, les deux points rouges qu'on constate, qui est la longueur complète du temple, et on voit que ça mesure 268 mètres. Et cette longueur-là, elle est parfaitement adaptée, cette nombre 268, au fait, est parfaitement adapté à cette géométrie. Pour la raison suivante, c'est que si je multiplie 65, le nombre 65 par la racine carrée de 17, j'obtiens 268. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire globalement que si je trace mon carré de cette façon-là, en partant de ce coin-là, en venant jusqu'à ce coin-là, avec la diagonale qui fait tout le long du temple, qui a donc une valeur de 268, eh bien, ça me fait des nombres entiers sur les côtés. Donc, au fait, en utilisant le nombre 268, j'efface la complexité de la racine carrée. Je reste dans des nombres entiers. D'accord? 65 multiplié par racine carrée de 17 égale 268, un nombre entier. On multiplie un nombre entier par une racine carrée, on obtient un nombre entier. Ça ne marche qu'avec ces nombres-là. On élimine le côté irrationnel. Les nombres racines carrées, on appelle des irrationnels. Et en mettant ces mesures-là, on élimine l'irrationalité. Voilà. En plus, on trouve des nombres intéressants. 65 et 260 sont des nombres importants.
je ne peux pas rentrer dans tous les détails maintenant, mais ceux qui connaissent le calendrier Maya savent que leur calendrier sacré est basé sur 260 jours. C'est 20 fois 13. Et donc, c'est un nombre important. Donc, ce que ça indique ici, l'existence de cette mesure de 268 mètres sur la longueur complète de ce temple, indique que c'est le mètre qui a été utilisé. Ça, c'est quelque chose d'important. L'unité de mesure, le nombre 268 apparaît parce qu'on a la mesure du mètre. Et donc, la mesure du mètre est la mesure utilisée pour la construction de ce temple. Donc là, forcément, là, je suis tout de suite classé dans les barjots de service. Mais simplement, les faits sont là, bon, on peut vérifier.